Merci, Monsieur le Président de la République. Jërëjëf. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci, Monsieur le Président de la République. Chers amis, une contrainte de calendrier nous oblige à modifier un peu l'agenda. Dañuy ñaan rek Serigne Abdou Aziz mu joxe ñaan ndax protocole dañuy wax ne président dafa war a d'accord. Donc merci Monsieur le Président. Donc on va continuer. Jërëjëf. Jërëjëfati. Merci Monsieur le Président de la République. Donc nous allons inviter le conférencier Monsieur Benjamin Nickel dans le cours inaugural à nous délivrer son message axé sur du radicalisme au terrorisme. Monsieur Benjamin Nickel, s'il vous plaît. Je rappelle qu'après, il y a une pause et on pourra raccompagner les autorités. Merci, monsieur. Son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Sénégal, avec tous mes respects, mes respectueuses salutations à son éminence le calife général de Tidjane, son éminence Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, son éminence Serigne Abdelaziz Sy Al Amin, porte-parole du calife général de Tidjane, à toute la famille de Sayyid Al-Haji Malik Sy, disciple et adepte de la Tariqa Al-Ahmadiyya Al-Muhammadiyya Tijaniya, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, coordinateur du comité scientifique du symposium, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, distingués invités, chers collègues, chers amis. C'est avec un grand sentiment d'humilité et une vraie gratitude que je suis avec vous tous ici à Tivaouane pour ce symposium de Gamou. Je remercie Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy et tous les organisateurs pour l'invitation et pour l'opportunité de partager avec vous, pendant cet événement important, quelques réflexions sur un sujet critique de nos jours, les réponses au radicalisme d'aujourd'hui. J'ajoute ma voix à cette conversation à titre personnel, en tant que chercheur, citoyen et être humain. On m'a demandé d'intervenir pour parler sur le sujet du radicalisme au terrorisme. Et j'espère que mon intervention correspond aux besoins de la conférence. Pour avancer nos discussions, cet après-midi, j'aimerais parler du défi des radicalismes et les problèmes associés, notamment le terrorisme et la radicalisation, décrire les réponses en place et leurs limites, surtout dans les efforts de contre-radicalisation, et esquisser des pistes possibles de solutions meilleures, avec un œil sur les piliers religieux des sociétés telles les Tijaniya au Sénégal. Je félicite les leaders de cet événement d'avoir adopté le thème des radicalismes, car ce phénomène est de plus en plus important en la puissance, la portée et l'influence à travers le continent de l'Afrique du terrorisme, c'est-à-dire l'emploi de la violence contre les civils par les acteurs non étatiques pour les fins politiques ou religieux, entre guillemets. En Afrique de l'Est, le groupe terroriste Al-Shabaab persiste comme acteur central sur la scène politique face à une coalition de forces sous la direction de l'Union africaine. Al-Shabaab a cédé du terrain en Somalie
Mais le groupe a fait étendre ces attaques dans les pays voisins, avec les attentats en Djibouti, à l'Ouganda et surtout au Kenya. En Afrique du Nord, dans la lutte pour le contrôle du destin des pays comme l'Égypte, la Libye et la Tunisie, on voit la création et l'insertion de nouveaux groupes terroristes, tels Ansar Beit al-Maqdis, Ansar al-Sharia et d'autres. Et surtout, en Afrique de l'Ouest, on a vu des changements énormes et rapides. Dans le Nigeria et le bassin du lac Tchad, a émergé le groupe terroriste le plus meurtrier du continent, le Boko Haram. Depuis mai 2011, ce groupe a tué directement presque 15 000 Africains. De plus, le conflit entre le Boko Haram et les forces de l'ordre ont pris les vies d'encore 12 000 Africains de plus. Et le Mali, un voisin du Sénégal et un pays souvent loué pour sa démocratie, s'est effondré face à une crise interne exacerbée par les éléments terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres groupes associés qui ont aussi fait des attentats au Niger et en Mauritanie. Et malgré les accords de paix récents, cette menace continue. Le coût de ce terrorisme, le prix né de ces radicalismes est considérable. Certains coûts sont directs. Les groupes terroristes ont tué des milliers de personnes en Afrique, des forces de l'ordre, des officiers, des étrangers et surtout les citoyens des pays africains. Ces groupes ont enlevé des étrangers et des citoyens, telles les 276 filles enlevées de Chibok au Nigeria. Et ces groupes ont détruit des biens, de la propriété et des héritages des pays. Par exemple, Ansar ad-Din a détruit au Mali les lieux saints des soufis à Timbuktu. D'autres coûts sont indirects, mais ils sont gigantesques quand même. Le terrorisme a généré les actes de suspicion par les États et les sociétés, dans certains cas, contre certains civils et certaines communautés. Le terrorisme a exacerbé des conflits politiques et privé les Africains des économies fortes, des gouvernements efficaces nécessaires pour la vie stable dans certains cas. Le terrorisme a troublé aussi les processus politiques à l'intérieur des pays, telles les élections, par exemple au Mali ou au Nigeria. Bref, le terrorisme perturbe la société et la vie quotidienne des centaines de milliers d'Africains. Le Sénégal, qui n'a heureusement pas subi des attaques sur son territoire pendant cette vague terroriste, a raison de voir avec inquiétude ces développements sur ses frontières. Et les leaders sénégalais ont pris la décision de prendre des mesures contre le radicalisme dans leur pays. C'est tout à fait normal et louable, car le terrorisme que connaît l'Afrique est lié au radicalisme. Un radicalisme, à mon sens, c'est une idéologie ou un mouvement qui promettent une alternative extrême au système actuel et qui emploie de la violence extrême pour y arriver. Notre monde a fait naître plusieurs radicalismes et ces idées et ces mouvements radicaux sont la source de la violence terroriste que connaissent nos sociétés. Ces radicalismes sont d'inspiration politique, des fois séparatiste ou idéologique. Ces radicalismes sont d'inspiration religieuse. Le Lord's Resistance Army réclame une inspiration de la Bible et du christianisme. Al-Qaïda et Daesh prétendent d'exprimer l'islam. D'où vient cette diversité de radicalisme? Comment peut-on expliquer ces nouvelles menaces? Il y a plusieurs facteurs qui aident à expliquer la montée des radicalismes en Afrique pendant ces 5 dernières années. Au niveau régional, le radicalisme a pris l'opportunité présentée par la série de révolutions connues comme le printemps arabe, qui a bouleversé les autocraties ancrées dans les pays de l'Afrique du Nord, ouvert les questions difficiles par rapport à l'identité nationale et créé un vide de gouvernance qui était exploité par les groupes armés.
Au niveau national, certaines carences ont peut-être augmenté, dans certains cas, le problème du radicalisme. On sait qu'il y a certaines tensions internes dans certains pays africains, les institutions qui ne sont peut-être pas suffisamment puissantes, des réactions violentes des fois et des répressions étatiques qui ne font qu'empirer les problèmes. Et au niveau international, de grands développements, comme l'avènement de Daesh en 2013, qui a depuis créé un soi-disant État islamique et puis un califat, a pénétré l'Afrique par l'implantation, l'affiliation et l'inspiration. Mais au-delà de ces 5 ans, il y a aussi des forces plus larges, plus grandes, qui ont joué un rôle dans ces radicalismes en Afrique, à mon avis. D'un côté, il y a des acteurs à l'extérieur de l'Afrique qui, par leur interaction avec le continent, ont joué un rôle dans les conditions qui ont fait vivre certains radicalismes. Il y a des efforts des États-nations de l'extérieur pour avoir de l'influence. Les puissances occidentales, les puissances de l'Asie, les pays nouvellement développés, tels les BRICS et d'autres, ces acteurs ont des investissements, des intérêts géostratégiques pour lesquels ils agissent en Afrique. Il y a des entreprises multinationales et des structures financières, les bailleurs de fonds, les compagnies, les banques externes. Ces acteurs aussi, ils ont un effet sur les économies de l'Afrique. Il y a aussi les acteurs sociaux et culturels, y inclut les acteurs religieux qui ont investi depuis des décennies en Afrique. De l'ouest à l'est des États-Unis, aux pays du Moyen-Orient et du Golfe, il y a les ONG, les organisations charitables, les missions religieuses qui veulent agir sur le parcours religieux du continent. Toutes ces forces affectent l'environnement africain et elles ont parfois ajouté aux divisions, aux tensions et même aux conditions négatives qui peuvent faciliter le radicalisme et le terrorisme sur le continent. Mais l'Afrique n'est pas le fruit de ces forces externes et son destin ne reste pas dans les mains des autres. Avec ces forces externes, il faut regarder aussi les forces internes au continent. Il y a eu des cas en Afrique des États-nations qui ont du mal à gouverner d'une manière inclusive et démocratique. Il y a des entreprises africaines qui, dans leurs approches aux impôts, au recrutement, au travail, impactent directement la vie économique des Africains. Il y a aussi des exemples d'institutions religieuses africaines qui n'ont peut-être pas pu arriver à fournir à leurs adhérents une éducation qui correspond à leur vie actuelle. Ces forces africaines créent des conditions propices au radicalisme aussi. Ces facteurs et ces forces aident à comprendre l'émergence des idées et des mouvements radicaux, à mon avis. Mais à la base de tout radicalisme, il y a les communautés et surtout les individus qui les développent, qui les soutiennent et qui les rendent durables. Si on veut vraiment comprendre les radicalismes, alors il faut étudier aussi en détail la radicalisation, c'est-à-dire le processus par lequel les communautés et les individus adoptent une idéologie extrême ou se rallient à une cause de la violence. Et là, malheureusement, je dois vous dire, on ne sait pas trop encore, en dépit des décennies de recherche et d'expérience. Pour le moment, il y a plusieurs théories et perspectives qui existent parmi les académiques, les politiciens, les leaders de la société civile, qui ont essayé de comprendre ce phénomène de la radicalisation. Pour certains, c'est les éléments structurels et socio-économiques, les privations des individus et des communautés marginalisées et puis aliénées qui expliquent la radicalisation. Pour d'autres, la radicalisation est le résultat des choix rationnels, des décisions froidement politiques pour avancer les intérêts d'un groupe ou d'une cause. Certains chercheurs mettent de l'emphase sur les dynamiques interpersonnelles dans la radicalisation. Ils étudient comment la relation entre maître et disciple peut développer, orienter
et canaliser les frustrations. Encore d'autres s'intéressent à la psychologie personnelle des individus qui acceptent les positions radicales et qui participent à la violence. Les différentes perspectives persistent et de plus en plus les experts acceptent qu'il n'existe pas une seule voie de radicalisation avec des étapes progressives facilement délignées. On se contente alors d'énumérer une gamme de moteurs associés grosso modo avec le phénomène de la radicalisation, sans définir un processus rigide. On peut organiser ces moteurs en deux grandes catégories. Il y a des moteurs qui poussent les individus et les communautés vers le radicalisme et même des fois vers le terrorisme. On peut citer la pauvreté et surtout la privation relative, la marginalisation par les gouvernements ou par les sociétés, la corruption et l'impunité des élites, le manque de l'État et les zones enclavées et laissées pour compte, etc. En même temps, il y a des facteurs qui attirent les individus et les communautés vers le radicalisme et même vers le terrorisme. On peut citer ici le recrutement actif des groupes, l'offre de soutien et un gain-pain pour les jeunes sans travail, et l'idéologie puissante qui donne une histoire, un récit, qui explique la vie et qui donne une direction aux énergies des recrues. Comme il n'y a pas de processus unique de radicalisation, il n'y a pas non plus de profil uniforme des radicaux. Il n'y a pas un seul type de personne qui s'adhère aux idéologies extrêmes ou qui fait des actes terroristes. En fait, l'espoir de créer un profil humain et comportemental du radical s'effondre face à la diversité des membres des radicalismes, qui inclut les analphabètes comme les universitaires, les malades mentaux comme les gens d'esprit sain, les marginaux comme des gens bien intégrés, des pauvres comme des riches. Pour ma part, je pense que c'est important de voir que le radicalisme est divers comme cela, parce que ça appelle à tous les côtés de la personnalité humaine. Et on voit dans la radicalisation des traits négatifs, bien sûr, mais aussi positifs de la nature humaine. C'est vrai, les recruteurs, ils jouent sur les vulnérabilités des gens, en offrant aux jeunes hommes et femmes déclassés et frustrés des soutiens financiers et psychologiques qui donnent de l'argent, de la direction, des explications pour les conditions de vie, pour eux-mêmes et pour leur communauté. Et le radicalisme offre aussi une rationalisation de se lâcher dans les pires aspects de la nature humaine, avec des orgies de puissance, de violence, de domination, de vengeance et de cruauté. Mais en même temps, les recruteurs exploitent aussi les fondements positifs de la nature humaine. Ils répondent aux espoirs et aux valeurs même de leurs adhérents. Les recruteurs promettent aux recrues, dans une guise pervertie, bien sûr, mais ils offrent les opportunités de défendre la communauté, c'est ce qu'ils promettent, ou de servir la famille, de jouer un rôle important dans le monde, de vivre une vie d'aventure, de faire partie d'une réalité plus large que l'individu fini. Et le radicalisme abuse les valeurs, telles le dévouement, la dévotion, le courage et le sacrifice. Donc le radicalisme est redoutable car il touche à la complexité de la vie humaine. Jusqu'à là, je vous ai offert des idées sur le défi du radicalisme et des problèmes associés, le terrorisme et la radicalisation. Mais pour terminer avec les défis et mes remarques par rapport à cela, j'aimerais ajouter un concept de plus. Pour ma part, après plusieurs années de recherche et d'études sur ces problèmes complexes, je trouve que le cadre le plus puissant pour s'approcher au radicalisme, c'est la mondialisation. Par ce mot, je n'entends pas une idée simpliste de la mondialisation. La mondialisation n'est pas synonyme ni de l'occidentalisation, ni de la modernisation,
ni de la laïcisation, ni du matérialisme. La mondialisation, telle que nous le vivons dans tous les jours, comme on le vit aujourd'hui, est tout simplement l'intensification des connexions entre pays, entre peuples, entre cultures, entre systèmes, entre croyances. Elle représente la convergence du monde actuel tel qu'il est, dans toute sa diversité d'expériences, d'orientation et de spiritualité du moment. Et le radicalisme sont un produit de cette mondialisation. Mais loin d'un choc de civilisation entre des cultures distinctes ou des peuples statiques, les radicalismes sont les douleurs de croissance d'un monde plus intégré. Ils montent en parallèle à nos efforts de reconnaître et de vivre l'unité humaine sur notre planète. Et c'est pour cela que l'on voit des radicalismes partout et des actes de violence de plusieurs côtés, dans les pays différents, dans les confessions différentes, parmi les gens avec des expériences différentes. En France, les attaquants à Paris le mois dernier se sont inspirés du programme de Daesh. En Norvège, il y a quelques années, Anders Breivik a ciblé le gouvernement et la jeunesse politique d'un parti politique pour soutenir une image d'une Europe future avec une pureté raciale et religieuse. Dans mon propre pays, des États-Unis, on a vu des attaques terroristes de plusieurs sources et de plusieurs côtés. Les radicalismes divers sont le chez-soi pour certains, surtout les jeunes, qui n'arrivent pas à trouver une place dans notre monde émergent. Ils vivent une désorientation entre les pratiques et les idées, certaines en voie de déclin, et face aux sociétés et aux cultures en pleine transformation. Le radicalisme offre un cadre pour se mobiliser, faire partie d'une communauté, trouver un sens dans la vie, tout expliquer à soi-même et essayer de rectifier les injustices. Beaucoup de monde entendent les sirènes radicales. Très peu les suivent. Mais ce danger continue à détruire les vies parce que trop de personnes, en Afrique et ailleurs, les écoutent. Face à ces défis, quelles approches les pays ont-ils pris pour contrer les menaces croissantes? Depuis plusieurs années, on a vu de nouveaux efforts et investissements dans le contre-terrorisme, surtout en Afrique. Peut-être un tiers des pays en Afrique ont récemment promulgué des lois ou développé des stratégies pour confronter le terrorisme. Certains pays, tels la Mauritanie ou le Nigeria, ont pris une approche qui est plutôt militaire. D'autres, comme le Kenya ou la Tunisie, ont plutôt compté sur les outils policiers, souvent. Et bien sûr, les pays africains, ils ont travaillé ensemble par rapport à cette question. On a vu la création des stratégies de contre-terrorisme par les entités telles la CEDEAO en 2013, et on a vu les réponses d'opérations de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie et avec l'ONU au Mali et ailleurs. Je ne vais pas tarder par rapport à ces réponses, parce que je veux passer surtout aux efforts de contrer le radicalisme et la radicalisation. Je pense que c'est là le centre de notre sujet au symposium. De plus en plus, les pays en Afrique ont pris en main la responsabilité de gérer les éléments du radicalisme et de radicalisation dans leur société. Ce champ de travail est beaucoup plus nouveau et moins connu en Afrique et dans le monde entier. Et il est très subtil, car il y a toujours des sensibilités quand les autorités et les sociétés commencent à essayer d'intervenir par rapport aux questions de liberté d'expression, les activités religieuses, les choix de vêtements, etc. Certains pays ont préféré des approches qui visent les facteurs socio-économiques associés avec les radicalismes. Le Niger a lancé un grand programme SDS Sahel, Stratégie pour le développement et la sécurité dans leur pays. Le Mali aussi a connu un programme similaire. D'autres pays africains ont pris la route de la contre-radicalisation, c'est-à-dire ils ont pris la décision de faire des efforts explicites qui ciblent les idéologies et les mouvements radicaux pour contrer l'impact de ces idées
et le danger de la radicalisation. En prenant cette route de contre-radicalisation, ces pays se rejoignent aux pays et des organisations partout dans le monde. En Angleterre et aux États-Unis, il y a depuis plusieurs années des efforts de prévenir et de contrer l'extrémisme violent. Le président Barack Obama a mis en place en 2010 un centre de communication stratégique de contre-terrorisme pour défier les messages extrémistes sur l'Internet, pour travailler en partenariat avec d'autres pays qui veulent faire face aux messages dans leur société. Et un peu partout, on trouve des institutions qui travaillent pour comprendre et pour contrer le radicalisme. Basée en Autriche, il y a une initiative qui s'appelle SAVE, Sisters Against Violent Extremism, qui est un réseau des femmes qui se dédie à la lutte contre le terrorisme, y inclus par la voie d'intervenir dans les médias contre les messages radicaux. Le centre Hedaya, créé aux Émirats en 2011, se présente comme un centre d'excellence mondial pour la recherche et la formation dans les efforts de contrer l'extrémisme violent et du radicalisme. Et à Londres, le centre AVE, Against Violent Extremism, créé par Google Ideas en 2011, construit des contre-narratives avec l'aide de plusieurs anciens membres des mouvements radicaux, y inclut des anciens membres de gangs d'extrême droite et d'extrême gauche. Pour conclure, j'aimerais mentionner peut-être quelques idées, des pistes de direction pour les solutions. Je vous les offre en toute humilité pour vos réflexions. J'aimerais mentionner 4. Le premier, c'est de prioriser le local, le travail local. Si on a du mal à vraiment avoir un profil mondial de radical ou un profil global du processus de radicalisation, on peut toujours quand même espérer de comprendre ce qui se passe dans des conditions très locales et dans des contextes très locaux et travailler dessus. Et je pense, comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, on ne sait pas suffisamment sur les contextes africains et les questions de radicalisme et de radicalisation dans les contextes africains. Et je pense que ça, c'est une piste de travail qui pourrait être très positive. Deuxième, c'est le travail avec les exclus. Je pense que même s'il n'y a pas un profil seul, il est clair que certains gens marginalisés dans les sociétés sont souvent mobilisés par le crime et l'extrémisme. Et ils n'ont pas toujours eu une relation positive avec les autorités de l'État. Je pense que là, les acteurs religieux peuvent faire une étape envers les anciens prisonniers peut-être, ou les anciens membres des mouvements radicaux, des repentis, pour mobiliser les voix crédibles dans la lutte contre le radicalisme. Troisième, renforcer l'identité. Les forces traditionnelles auront toujours un rôle dans le sens de l'histoire d'un pays et sont donc bien placées pour aider dans la construction des récits et des visions alternatives du radicalisme. L'histoire des Tijaniers et des confréries font partie intégrale de l'histoire du Sénégal moderne. Et dans ce sens, et d'autres, les Tijaniers et les confréries restent une grande ressource et une partie de la fierté de la nation pour contrer le radicalisme. Et enfin, servir comme porte envers le monde. Tout change, et comme j'ai mentionné tout à l'heure, je vois le défi des radicalismes comme un aspect de ces changements, de la mondialisation. Dans ce contexte de transformation, le secteur de la société civile et les leaders religieux qui ont des réseaux partout dans les pays et partout dans le monde sont bien placés pour guider les processus de transformation. Dans ce sens, les Tijaniers et les confréries ne sont pas tout simplement une force traditionnelle dans le pays, mais aussi un vecteur de progrès pour le Sénégal. Et les valeurs de ces confréries peuvent se manifester de cet aspect aussi. Bon, j'espère que mes remarques aujourd'hui par rapport aux défis du radicalisme, des réponses de contre-radicalisation et des pistes pour l'avenir correspondent aux attentes des organisateurs. Je crois profondément que la question des radicalismes dans nos pays est un sujet clé pour nous tous aujourd'hui, et c'est vraiment un grand honneur de pouvoir venir ici pour réfléchir avec vous tous dans notre recherche commune à un monde meilleur. Merci.
يا سيد المرسلين يا خير الساجدين محمد يا ولي